Saturne Nîmes. Plus radin, plus malin. Vous présente Miroir des Sports. Miroir des sports ce soir dédié, je vous l'ai dit, au football avec la victoire du Nîmes Olympique. C'était vendredi soir au Costières, mais également avec la victoire d'autres Nîmois. Hier, c'était en terre gersoise du côté de Gimont. On reçoit deux représentants du RCNG. Messieurs, bonsoir. Olivier Diomandé, bonsoir. Et Stéphane Menguigui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va avoir l'occasion un petit peu de revenir sur cette belle performance à l'occasion de la première journée de ce championnat de France de Fédéral 2, de cette victoire acquise sur la pelouse de Gimont. Dans cette émission, je vous l'ai dit, on reviendra également sur les résultats de handball avec une soupe à la grimace pour l'équipe de l'USAM qu'on retrouvera en dernière partie qui a été défaite samedi soir du côté du Parnasse. Victoire en revanche pour les filles du HBCN et une défaite pour les filles de Bouillargues. C'était également samedi soir, donc du côté de la cité gardoise. Je l'ai dit, victoire du côté du rugby. Le RCNG qui a bien peaufiné sa préparation en vue de ce championnat de France de Fédéral 2. Je vous propose de découvrir un sujet qui a été tourné par Philippe Verrier ainsi que Virginie Novales. Présentation qui avait lieu du côté de l'Imperator. Les sportifs nîmois étaient à l'honneur. Je vous propose de les découvrir dans ce reportage. Jeudi dernier avait lieu à l'Imperator la présentation officielle du Rugby Club Nîmes-Gard pour la saison 2010-2011. Objectif affiché, la remontée en Fédéral 1 pour laquelle le club entend cette année ne rien laisser au hasard. De retour à Nîmes après 10 ans au plus haut niveau en top 14, Olivier Diomandé entend jouer un rôle majeur dans ce nouveau projet. J'ai quand même un peu d'expérience au niveau rugby, tout ça, donc c'est vrai que j'aurais pour mission un peu d'amener tout ça. Et puis j'avais aussi l'envie de revenir à Nîmes pour vraiment m'intégrer complètement au club et participer aussi à tout ce qui est structuration et tout. C'est ce qui me plaisait, le fait de revenir à Nîmes, quoi. Avant même d'entamer sa saison, le club peut également se prévaloir d'un autre atout, son recrutement. On a eu la chance de faire un recrutement dans ce que l'on souhaitait. Après, de savoir s'il est meilleur ou moins bon, ça je pourrais pas répondre à la question. En tout cas, il est dans ce qu'on souhaitait. Il est ciblé sur les postes qu'on souhaitait, avec les personnes qu'on souhaitait faire venir. En plus de ces renforts de poids, l'équipe pourra s'appuyer sur le vivier issu de son centre de formation, un bon cocktail selon le président du club. Les vieux apportent l'expérience et les jeunes à la fougue. Donc ça fait un bon mélange. Pour atteindre cette montée qui leur échappe depuis tant d'années, les Gardois devront toutefois se mesurer au club de la redoutée Poule 5, d'où sont sortis nombre de champions de France les années précédentes, mais il en faudra certainement plus pour entamer le moral du président. On serre les dents, on y va, on baisse la tête et on y croit. On serre la tête, on serre les dents, on baisse la tête et on y va. C'est des paroles d'Olivier Diomandé qui donnent de la motivation en début de saison, on imagine, lorsqu'on entend le président parler de la sorte. C'est sûr, oui, on a mis tout en place pour pouvoir réussir cette saison, donc on s'est donné les moyens, on se donne les moyens sur le terrain d'y parvenir avec beaucoup de travail. Le fait également de marquer le début de saison par un acte officiel de la sorte, ça permet de se mentaliser, de renforcer l'esprit de groupe, essayer de marquer les choses? Marquer, oui, on sait que le club de Nîmes a toujours été un club avec de grandes valeurs, de valeurs de combat, de valeurs d'agressivité saine, comme on dit au rugby. Donc on veut remettre tout ça au goût du jour. Vous l'avez souligné tout à l'heure dans l'interview, c'est un retour vous concernant. Comment s'est effectué ce retour? Qu'est-ce qui a changé selon vous à Nîmes? Ce qui a changé, je dirais plutôt que c'est que moi j'ai connu le club avec Stéphane ici présent, mon frère ainsi que beaucoup d'autres joueurs au plus haut niveau. Et que là, retrouver le club en Fédéral 2 qui correspond à la 4e division, c'est quelque chose quand même qui est assez négatif dans le sens où lorsqu'on parle du rugby club nîmois à travers d'autres clubs, d'autres villes en France, c'est quand même un club qui a marqué le rugby. Donc le truc c'est d'essayer de retrouver ce lustre d'antan déjà en accédant à la première division fédérale. Alors il y avait la présentation du RCNG, donc on l'a dit dans les jardins de l'Imperator. Stéphane Benigui, qu'est-ce qui a présidé, on peut le dire, à la préparation
de cette rencontre face à Gimont? On sait qu'il est toujours important de bien attaquer un championnat histoire de se mettre sur les bons rails, sur les rails du succès en l'occurrence. Mais quel était l'état d'esprit du groupe avant cette rencontre? Disons qu'il y a un très très bon état d'esprit, composé, comme il a été dit dans la présentation, de très jeunes, pour la majorité issus de la formation et de la filière nîmoise. Quelques anciens du gaz, on va dire, comme Olivier, moi-même, parce que je suis plus de première jeunesse, Fabrice Coron, donc quelques joueurs expérimentés, Daniel Farani qui n'a pas pu jouer encore ce week-end parce que la licence n'était pas arrivée au club. Donc un très bon état d'esprit, le lien se fait quand même assez rapidement. Quelques jeunes qui viennent aussi de Montpellier après quelques années en espoir, mais qui étaient pour la majorité issus de la formation nîmoise, c'est-à-dire qui sont partis en minime cadet et revenus cette année. Donc on a quand même une identité nîmoise qui est bien présente dans le groupe, ce qui favorise un peu le lien de tout ça. On a fait un début de saison quand même très très compliqué avec une très très grosse préparation physique. Et on se rend compte assez rapidement que le travail paye, tout simplement, et en espérant viser le plus haut possible. Le plus haut, on vous le souhaite en tout cas. Alors on l'a dit hier, c'était la première journée de Fédéral 2 avec cette victoire des rugbymen nîmois sur la pelouse de Gimont 19-15 avec un essai de Capel qui a été le seul de la partie, une transformation, 4 pénalités. Et on peut le dire, Olivier Diomandé, un écart qui s'est creusé assez rapidement. À la pause, il y avait 10-0. Il ne fallait pas perdre les pieds face à cette équipe de Gimont. Donc le but c'était de maintenir cette rigueur de jeu que vous avez appliqué en première période? Comme ce que nous disaient les entraîneurs, c'est vrai que pour nous la difficulté ça va être de garder, on peut je pense avec la préparation physique que l'on a faite et l'intensité de jeu que l'on peut mettre nous sur un match en totalité, ce qui va être compliqué pour nous, ça va être de pouvoir nous imposer tout le temps cette intensité-là. Les équipes, on va le voir régulièrement, vont vouloir nous casser un peu le rythme, faire qu'on tombe dans une certaine léthargie, que nous, ça ne nous appliquerait pas, puisqu'on a quand même, je pense, un degré de préparation par rapport au niveau auquel on joue supérieur. Maintenant, à nous de pouvoir mettre une intensité complète tout le long du match. Je pense qu'on était content de le gagner, on n'était pas satisfait de notre production quand même. On a été content de le gagner parce que même en jouant mal, il faut gagner. Donc ça c'est chose faite, donc on continue à avancer, puis on va prendre journée après journée tout en essayant toujours d'imposer nous notre rythme et pas tomber des fois dans des travers qui feront que ces genres d'équipes-là vont nous accrocher jusqu'à la fin, alors que logiquement on pouvait prétendre à la victoire largement au début du deuxième mi-temps. Stéphane Benguigui, on l'a dit, c'était un premier match reprise, premier match officiel de championnat. Quels ont été, on va dire, les secteurs de jeu dans lesquels on peut dire que le RCNG peut nourrir le plus de satisfaction? Disons que je pense que pour l'instant on est un peu aux prémices, donc je pense qu'on va quand même s'appuyer sur une conquête assez fiable et même plutôt performante. À la limite un jeu de mouvement qu'on n'a jamais réussi encore à mettre en place à ce niveau-là, parce que les équipes qu'on affronte et les règles sont quand même adaptées à ce niveau, ce qui nous dessert un peu. Ça va être les valeurs nîmoises en général, le combat à la rigueur et pourquoi pas un peu de jeu pour faire vibrer les quelques spectateurs du Stade Kaufmann. Allez, on vous le souhaite en tout cas. On va repartir sur une interview enregistrée l'autre soir du côté de l'Imperator. Le RCNG à l'honneur. On espère bien évidemment que la série de victoires va se poursuivre très prochainement du côté de Kaufmann. En tout cas, la saison se prépare le plus sérieusement du monde du côté du RCNG. Sur la préparation de la saison, on a essayé de s'attacher aux aspects physiques, aux aspects tactiques, aux aspects techniques et aussi aux aspects psychologiques, puisqu'on joue dans un championnat qui est très difficile. Et pour arriver à hisser notre niveau, on a besoin absolument de répondre aux aspects psychologiques de manière très forte. Donc on a beaucoup travaillé au niveau du groupe. Dans un premier temps, on veut vivre une aventure humaine. Avant d'avoir des objectifs sportifs, on se dit que si on fait quelque chose ensemble et qu'on a envie de faire quelque chose ensemble et qu'on a envie déjà de travailler ensemble, la résultante ne sera que le plaisir et sûrement les résultats. Moi, mon souhait, c'est de remonter en Pro D2. Un semi-professionnalisme, ça d'accord. Et puis le budget, parce que la Pro D2, je pense qu'on peut y arriver, en question de budget, mais de là à
le top 14, il faut un budget. Hein. Et là, la bande de copains, ça n'existe plus. Hein. Alors je pense qu'il vaut mieux avoir une bonne équipe en Fédéral 1 pour D2. Mais pour le moment, restons-en là et c'est déjà une bonne étape. Voilà pour les mots du président Claude Ponto. On va revenir sur les résultats de cette première journée de Fédéral 2. Je vous propose de les découvrir. Victoire de Saverdun 13-11 face à Lombès. Agde qui s'impose 11-6. Victoire de Mazamet 26-21 face à Thuir. L'ES Catalane est défaite par Serré 12-13. Victoire de Nîmes, on l'a dit, sur la pelouse de Gimont. Et enfin, Sijan-Port-la-Nouvelle est nettement battu par Saint-Sulpice 12-20. Une victoire qui fait du bien pour le RCNG pour cette première journée de la poule 5. Je vous propose, messieurs, d'enchaîner avec du ballon rond, après le ballon ovale, avec un résumé de la rencontre qui s'est déroulée vendredi soir au Costières dans le cadre de la 6e journée du championnat de France de Ligue 2. Le Nîmes Olympique accueillait le SCO d'Angers. Boucadjo bien repris. Pour l'instant, Jérémy Hénin qui tient la baraque. Hein. Oui. Il tient la baraque derrière, il gagne beaucoup de duels, il est toujours bien placé. Il défend Allez, des fois un contre deux. Agui, il faut percuter. Non, attention, oh, bien joué, Agui. Oh, il était encore. C'est ça que tu vois, bien, c'est ça, on passe sur les côtés. Ça commence à se rapprocher. Ouais. Le public ne s'y trompe pas et encourage ses couleurs. Allez, c'est ça. Ouais, début Jonathan Naïté. Un superbe corner de Gigliotti et une grosse faute de main de Maliki sur sa sortie, mais peu importe, le but est magnifique de Haïté. Attention à la frappe. Super puissance, on sait qu'il a une frappe. Ok, oh là 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 là. Belle frappe, superbe frappe d'Améou. Et Maliki a boxé comme du savon ce ballon. Il n'a pas... Il faut être très vigilant, ouais, ça se bouscule, ça se pousse. Ça lève les bras. Et Bourgault qui a très bien frappé ce coup franc. Oh là 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 là. Et c'est une faute. Une faute qui est sifflée. Oh, ça sort d'une belle. Ça sort d'une belle. Mais qu'il était bien frappé ce coup franc de Bourgault, hein, vraiment. Allez, Améou, la grosse frappe, est-ce qu'il la connaisse du côté d'Angers? Ça m'étonnerait. La lunette peut-être d'Améou. Maliki la connaît un peu, il a la main droite qui... Allez, c'est Gigliotti. Oh, le but. Superbe but. Oh, le but de Gigliotti. Oh, le bijou. Superbe le bijou de Maître Gigliotti, magnifique. But. Il fait lever le stade, Gigliotti, pour son premier match à domicile. Ouais, il a fait lever le stade, superbe but. Alors qu'on pensait que ça serait un gaucher, c'est un droitier qui a tiré et qui est allé longer la balle au fond des filets. Ça a été un match quand même plaisant, il y a eu très animé. Deuxième mi-temps plus animé avec bien sûr des buts, c'est l'essence même du football. Donc les spectateurs ne peuvent être que satisfaits pour l'instant de voir deux jolis buts d'Nîmois qui ne doivent rien à personne et qui permettent à cette équipe Croco de... Ne te jette pas, Boucadjo, ça fait deux fois que... Et après derrière on a une difficulté, et oui. Oh là là. Oh là. Ouais. Et oui. Deux superbes arrêts de Ludovic Butel qui a fait deux arrêts remarquables. Énorme, non. Et qui sauve son équipe. Énorme. Et là on est serein, Olivier, là on est bien, on est relaxé, tranquille. Ah ouais, c'est rare. Victoire. Et c'est voilà, terminé. Bravo. 2-0. Victoire probante des Nîmois. Victoire très intéressante pour l'avenir. Haïté, Gigliotti ont répondu présent. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur Téléminois, bien sûr. Les premiers buts, en tout cas, de Gigliotti sous les couleurs nîmoises, un fait sur lequel nous reviendrons demain soir dans notre émission Croco Hebdo pour décrypter cette victoire du Nîmes Olympique face au SCO d'Angers dans le cadre de la 6e journée de Ligue 2. Je vous propose les réactions des coachs respectifs des deux équipes au micro de Pierre-Paul Castelli. C'est vraiment une soirée difficile parce que je crois que voilà, on aurait pu faire mieux ce soir dans ce match, même si on avait conscience de la difficulté de la tâche de venir ici jouer le Nîmes Olympique, mais je pense que c'est une défaite cruelle et sévère compte tenu du déroulement du match. Moi, je pense qu'on a fait une première mi-temps très équilibrée face à une très bonne équipe,
où il nous a manqué que le but, parce que nous sommes créés 2-3 situations devant le but et je pense on s'est surtout pas très bien positionné pour pouvoir ouvrir le score en première mi-temps. Mais c'était une première mi-temps très équilibrée face à une bonne équipe. On a su construire notre match. On a rectifié 2-3 détails en seconde mi-temps qui leur a été fatal. Et de la première minute à la dernière minute, je n'ai jamais eu l'impression qu'on pouvait prendre un but. Si ce n'est qu'à 2-0, à un moment donné, la peur de gagner peut-être nous a fait un petit peu reculer. Mais c'est un match qui s'est joué à très peu de choses. Mais nous avons voulu notre victoire et nous l'avons obtenue. Ça fait du bien de toujours pas prendre de but. En plus, on a concrétisé les occasions devant, donc c'est très bien pour la confiance. David qui revient, qui marque pour son premier match, donc c'est une bonne soirée. On sent qu'il a commencé à avoir du caractère dans l'équipe. Même si à 2-0, on a subi quelques occasions. On sent qu'on n'avait vraiment pas envie de lâcher, vraiment pas envie de prendre de but. En tout cas, derrière, il y a vraiment une bonne entente. La bonne entente révélée par Benoît Poulain au micro de Pierre-Paul Castelli. On va découvrir les résultats de cette 6e journée de Ligue 2. La victoire, nouvelle victoire à domicile pour les Nîmois, 2-0. Victoire à l'extérieur pour Grenoble, 1-0 sur la pelouse d'Istres. Laval partage les points avec Châteauroux 1 partout. Le Havre s'impose face à Dijon 2-1. Partage des points également entre Le Mans et Boulogne-sur-Mer 1 partout. Score identique sur la pelouse de Saint-Symphorien entre Metz et Nantes. Large succès 4-0 de Sedan à domicile face à Clermont Foot. Tours s'impose à l'extérieur 2-1 face à 3. Enfin, Vannes s'impose là aussi assez largement face à Reims, 4-1. Ce soir, Évian, Thonon, Gaillard reçoit Ajaccio. Tours est toujours premier de ce classement de Ligue 2 avec un match en plus par rapport à Évian. Et Nîmes occupe la 13e place avec 7 points à 4 points donc de la 3e place. Voilà en ce qui concerne le football. Messieurs, merci d'avoir été avec nous ce soir. Un mot rapide sur la prochaine rencontre. Le premier rendez-vous pour les supporters du RCNJ à Kaufmann sera dimanche 15h devant Sijon pour la Nouvelle. C'est ça. Les objectifs par rapport à cette rencontre, confirmer le bon résultat à l'extérieur. Match après match, essayer de prendre les uns après les autres et faire le mieux possible, prendre beaucoup de plaisir et continuer à travailler ensemble. Avec un jour aussi de retrouver Kaufmann. Voilà. Merci en tout cas, on sera avec vous derrière le RCNJ pour cette nouvelle partie. Merci Stéphane Benguigui, merci Olivier Diomandé. On se retrouve après une courte page de publicité pour aborder une riche page handball dans Miroir des Sports. La carrosserie de Grésan, Pencinati père et fils, c'est plus de 40 ans à votre service sur Nîmes. Des rayures, des chocs, des bris de glace, la carrosserie de Grésan est agréée toute marque pour toutes vos réparations. Avec plus de 20 véhicules de prêt, c'est un service ultra rapide pour mieux vous satisfaire. La carrosserie de Grésan, c'est sur le périphérique à Nîmes, boulevard Salvador Allende, direction Avignon. Un pépin de carrosserie ou de bris de glace, c'est à la carrosserie de Grésan que tout se répare. Kinépolis et de Metropolitan Opera présente l'opéra au cinéma. Découvrez 10 opéras exceptionnels, retransmis en direct depuis New York. Regardez, écoutez et vibrez au son des plus belles voix contemporaines d'opéra. L'opéra au cinéma, des représentations uniques à vivre en direct sur écran géant en haute définition pour des sensations inoubliables. Infos et réservations sur kinepolis.com/opéra. Retour de Miroir des Sports avec, je vous l'ai dit juste avant cette pause publicitaire, une riche page dédiée au handball gardois ce soir avec, vous le savez, la victoire des filles du HBCN, c'était samedi soir du côté du Parnasse. La défaite, hélas, pour les hommes de Laurent Pusségur. On y reviendra en toute fin d'émission de Miroir des Sports, mais nous allons évoquer bien l'actualité de notre club important de handball dans le Gard. Il s'agit du Sonal Bouillargues dont nous recevons ce soir 2 représentants. Tout d'abord, le capitaine de cette équipe, Myrtille Mesley-Tourneux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Et puis à vos côtés, on retrouve le président du Sonal Bouillargues, Philippe Garnier, bonsoir. Bonsoir.
bienvenue sur le plateau de Miroir des Sports. Alors on va avoir l'occasion de revenir sur ce premier match disputé à domicile samedi soir face à Chambray. Mais avant cela, un mot de voile, puisque vous le savez certainement, la 21e édition du Trophée Clairefontaine s'est achevée ce week-end du côté de la Grande Motte. Après 3 jours de compétition et 7 manches disputées, c'est Loïc Perron qui a remporté l'épreuve pour la 8e fois depuis 1990. Je vous propose un résumé de cette victoire finale qui nous est proposée par Olivier Brachard. 20 à 25 nœuds de trame, des conditions d'entraînement idéales pour tester les 8 catamarans spécialement conçus pour ce trophée Clairefontaine. Chaque bateau mesure 7,65 m, la voilure maximale est de 110 m². Les 8 skippers sont tous dans le même bain. À la barre de ces catamarans, des habitués du trophée comme Loïc Perron, 7 fois vainqueur, Franck Camas ou Michel Dejoyaux qui l'a remporté 4 fois. Mais il y a aussi des petits nouveaux comme Armel Lecléache, récent vainqueur de la solitaire du Figaro. Comment? Vous jouez à l'OM. Je joue à l'OM, moi. Presque. Vous êtes le plus abordable, c'est pour ça. Très abordables ces champions qui seront aidés pour l'occasion par 2 coéquipiers. On m'a dit que c'était vous qui aviez gagné. Ah, je sais pas. Ça va être difficile quand même parce que c'est ma première participation au Trophée Clairefontaine en tant que skipper. On m'a dit que c'est vous qui aviez gagné, Michel. Ah bah c'est sympa, on va faire le classement tout de suite alors, si c'est comme ça. Tout le monde me dit que c'est vous qui avez gagné. Ah bon? Vous êtes sûr de ça? Bon bah alors ils sont tous gentils, c'est bien, bah, qu'ils continuent comme ça à le penser jusqu'à dimanche soir et qu'ils fassent en sorte que ça soit le cas sur l'eau, ça sera parfait. Tous favoris sur un plan d'eau magnifique avec ce vent d'ouest. 9 manches sont au programme, les 8 champions auront surtout des runs d'une dizaine de minutes pour faire la différence, et cela à une centaine de mètres seulement des tribunes. On me reproche assez souvent dans la course au large de partir loin en mer et de ne pas être visible. Donc là, c'est nous qui venons près des spectateurs. Regardez, déjà on navigue pas, ils sont déjà là. Mais vous n'êtes pas très nombreux quand même, hein, vous pourriez faire des efforts. Mais bon, il y a tout le week-end, doucement, il faut monter en régime. 10 points pour le vainqueur de chaque manche, 8 points pour le second, 6 pour le troisième et ainsi de suite. Dimanche en fin d'après-midi, on arrêtera les comptes et on lèvera le voile sur le 21e vainqueur de ce trophée. Tous les sports sont sur Télé Miroir dans cette émission Miroir des sports. On va retourner au sport collectif, je vous l'ai dit, avec du handball et l'équipe du Sonal Bouillard. Tout d'abord avec le président Philippe Garnier. On le sait que l'équipe a été maintenue en division 2. Est-ce que vous pourriez faire une petite session de rattrapage pour nos téléspectateurs qui auraient manqué un épisode quant au rebondissement de l'été pour le club gardois? Tout simplement, on avait terminé donc la saison dernière à la 11e place, donc qui était la première place des relégables, puisque les 4 derniers de cette poule descendaient, et on avait quand même 3 équipes derrière nous. Et puis dans l'été, le club de Toulouse, qui redescendait, eux, d'élite, de division 1, tout naturellement en division 2, mais pour raison après financière, nous ne sont même pas restés à ce niveau-là, ils repartent tout simplement en National 2. D'où une place qui s'est libérée et tout naturellement le premier relancé dans l'histoire, ça a été le Sonal Bouillard, bon, à notre grande satisfaction évidemment, même si ça s'est fait un peu tard dans la saison, mais je pense que bon, on avait déjà su garder la majeure partie du collectif de l'an dernier. Donc voilà, on a à nouveau notre chance dans ce championnat des deux, qui va être quand même encore une fois très ouvert, très disputé, avec des matchs passionnants, où j'espère qu'on aura autant de victoires que l'an dernier, puisque ça nous suffirait pour nous maintenir, puisque là, cette année, il n'y a que les 2 dernières équipes qui descendront. Donc si on renouvelle notre parcours de la saison dernière, on finira 10e, 11e. Je pense que c'est un peu l'objectif que c'est fixé cette année, le maintien et finir dans cette zone-là à peu près. Vous concernant Myrtille, comment vous avez vécu la préparation justement d'avant-saison, la montée en puissance, on imagine, au niveau physique, en vue de la première journée de championnat? Alors, moi j'étais pas là les 3 premières semaines de préparation pour cause de travail, mais je sais que les filles ont vraiment travaillé dur. Il y avait 2 entraînements par jour, pris en charge par un nouvel entraîneur physique qui s'appelle Jennifer Lequet, qui avait une formation donc pour faire ça. Moi, quand je suis arrivée donc, il y a 2 semaines maintenant, les filles étaient vraiment, physiquement, il n'y a pas eu de souci. On a fait un tournoi au Pouzin contre des N1, puisqu'on était censé être en N1.
On a gagné tous nos matchs, surtout sur la fin. Donc c'est là qu'on voit que, normalement, physiquement, on était là. Malheureusement, samedi, on n'a pas pu concrétiser ça contre une des deux et notre premier match de championnat. Après, donc on espère que la préparation va payer pour la suite, quoi. On vous le souhaite en tout cas. On va, avant de revenir justement sur cette défaite samedi soir pour l'équipe de Bouillargues, tout d'abord sur la grande ambiance qui régnait la semaine dernière autour de l'hôtel de ville bouillarguais en vue de la présentation de l'effectif 2010-2011. Sujet tourné par Nicolas Pinchino et le commentaire est signé Marlène Laroche. Présentation de l'équipe de Division 2 de handball du Sun ALB Bouillargues pour la nouvelle saison 2010-2011 hier à la mairie. Retour sur une fin de saison mouvementée et le maintien finalement en D2. On termine à la 11e place avec 7 victoires et 2 matchs nuls. Bon, je veux dire, on a quand même eu des belles rencontres à Bouillargues, des beaux matchs. Les filles ont été à la hauteur de certains matchs, mais bon, c'est vrai que sur la fin, on a manqué ce petit coup de réussite et ce petit point surtout qui nous a fait défaut pour finir à la 10e ou 9e place. On a décidé de refaire de Bouillargues un club formateur, de repartir d'ailleurs quasiment avec les mêmes, et celles qu'on a fait venir sont au moins aussi jeunes que celles qui étaient déjà là. Donc finalement c'est que justice, c'est dommage de se maintenir qu'au mois de juillet, mais il faut savoir que la saison et un club ça se construit sur 12 mois. Donc tous les clubs qu'on a vu nous passer devant et l'année dernière et il y a 2 ans, 3 ans, certains n'existent plus ou quasiment plus. Pourquoi avoir choisi de venir à Bouillargues justement? Quel a été le choix? C'est par rapport à cette nouvelle saison qui s'ouvre ici en D2 pour Bouillargues? Oui, parce que je trouve que c'était un bon projet et voilà, ça m'intéressait donc je suis venue. 2 nouvelles recrues pour cette équipe d'une moyenne d'âge de 21 ans. Très très bonne ambiance, je pense que on a commencé le 3 août. Dès le 3 août, on a vu une grosse équipe parce que tout le monde a été solidaire et je pense que c'est ce qui fera notre force cette saison. On ne vivra pas les mêmes heures qu'on a vécues l'année dernière. Il nous reste à le prouver dès samedi à domicile contre Chambray. On devine en tout cas ces images, Myrtille, qui a un excellent état d'esprit au sein du groupe. Bah oui, on est toutes jeunes et on a toutes envie de bien faire, donc voilà, il faut essayer de maintenir cet état d'esprit et surtout de le concrétiser sur le terrain, quoi. D'avoir envie ensemble. Et justement, on va prendre la direction du terrain en découvrant sur ces images tournées samedi soir par Nicolas Pinchino des instants de la seconde mi-temps de cette rencontre entre le Sonal Bouillargues et Chambray-Touraine handball. Une défaite finale 26-22 face à une équipe de Chambray, on peut le souligner, Myrtille, qui recèle en son sein de nombreuses joueuses d'expérience et qui a fait valoir, on va dire, de très bons automatismes face à l'équipe de Bouillargues. Oui, je pense que la base arrière de Chambray nous a fait très mal, on a essayé de la contrer comme on pouvait, que ce soit en défense ou que ce soit aussi Cindy Héricourt dans les buts. Chambray, je pense, réserve de grandes surprises sur ce championnat. C'est vraiment pas une équipe ridicule. Maintenant, elles sont faibles sur leurs ailes et il ne faut pas qu'elles perdent 2 joueuses. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, au retour, on aura notre revanche. Est-ce qu'à un moment, vous avez senti que la partie pouvait quand même basculer en votre faveur? On l'a senti, oui, en début de deuxième mi-temps. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Défensivement, on était là. Elle n'arrivait pas à marquer. Malheureusement, de notre côté, on n'arrivait pas à marquer non plus. Et ça a été le gros dilemme du match, quoi. Quelle a été votre appréciation, Philippe Garnier, sur la prestation de votre équipe? C'est assez bien résumé. C'est vrai qu'on a joué face à une équipe qu'il fallait redouter parce qu'elle a dans ses rangs quand même une fille qui était à Nîmes l'an dernier et puis 2 étrangères qui sont quand même très intéressantes aussi. Voilà. Après, nous, c'est vrai qu'il a manqué peut-être un petit peu de tonicité, un petit peu plus d'enthousiasme peut-être. C'est le sort des premiers matchs. Les premiers matchs de championnat, tout le monde est un petit peu en dedans malgré tout. Je pense que c'est le cas. Maintenant c'est fait, ce premier match est passé. C'est vrai que ça aurait été plus facile pour nous de tomber sur une équipe qui vient de monter mais qui soit beaucoup plus faible. Là c'est pas le cas. Je pense que c'est une équipe qui va jouer les premiers rôles dans le championnat. Mais bon, on a fait chuter des équipes à Bouillargues qui étaient déjà très performantes aussi.
Donc il n'y a pas de raison qu'au match retour, on n'ait pas notre revanche chez elles. Mais voilà, je pense qu'il faut vite tourner la page de ce match et travailler pour la Motte Servolex déjà samedi et essayer d'aller faire un résultat, parce que la Motte Servolex, ça va être une équipe aussi qui va jouer le maintien. Et dans 15 jours, recevoir Plantecuq, c'est une équipe qui va jouer le maintien aussi. Donc là, il y a 2 matchs qui nous attendent qui sont très importants. Et là, je pense qu'il faudra jouer vraiment libéré et solidaire. Et vous vous projetez déjà justement sur cette deuxième et cette troisième journée des deux féminines. On va regarder très rapidement le tableau de résultats de cette première journée, avec donc la victoire de Chambray à Bouillargues 26-22. Celles-sur-Belle qui s'impose 27-21 face à la Motte Servolex. Mérignac qui bat Plantecuq 27-22. Noisy-le-Grand 25-23 face à Bègle. Vaux-en-Velin partage des points 25 partout face à Octeville. Et enfin, Abbeville qui s'impose d'un tout petit but 29-28 face à Angoulême. Le premier pour l'instant dans ce classement des deux, c'est Celles-sur-Belle, du fait d'une meilleure différence de but par rapport à Mérignac. Vous avez parlé, Philippe Garnier, d'une joueuse nîmoise qui, en effet, il y a 3 mois de cela, porte encore les couleurs du HBC Nîmes. On l'a vu notamment tout à l'heure sur les images de Nicolas Pinchino marquant un penalty. Il s'agit de Gisèle Donguet. Nous l'avons interviewée à l'issue de cette partie. Le match, ça s'est bien passé pour moi et pour toute l'équipe. On était vraiment bien préparés par rapport à Bouillargues. L'année dernière, je ne sais pas quelle équipe a gagné ici. On ne sait pas, on était venu stressé. On disait que à Bouillargues, pour gagner, c'est pas facile. Nous, on vient pour faire un match nul. Si on gagne, pour arracher un match nul où on gagne de 1 point, ça sera bien. Là, vraiment, on est fiers de nous. Voilà. La saison qui part bien, donc. Ben oui, si la saison commence par la victoire, vraiment ça a fait du bien, ça donne confiance à toutes les joueuses et à toute l'équipe. Donc je vous propose d'écouter la réaction du coach des joueuses de Bouillargues en la personne de Marc Villeberger. Les ambitions pour cette saison sont claires, on les a compris lundi dernier pour la présentation de l'équipe. Premier match, c'est toujours difficile, on ne sait pas contre qui on va tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le début de la rencontre qui s'est mal passé? Le début de la rencontre a été un peu à l'image de ce qu'on faisait l'année dernière, c'est-à-dire en général on laissait un peu à l'adversaire le soin de mettre le rythme au match et de prendre une avance substantielle au score, même si c'est pas énorme. Donc on a mis un peu de temps à déjà marquer un but, ça arrive un peu trop souvent. Même si la défense était en place, c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait du retard à l'allumage, ce qui n'est pas tellement compréhensible vu qu'on est vraiment prête et que toutes les oppositions qu'on a pu faire étaient de qualité. Alors, peut-être que le premier match à Bouillargues, oui, il y en a certaines que ça a chatouillé ou dérangé, mais on n'a pas le droit dans l'équipe de Bouillargues de vivre ça comme ça. Il faut que la salle de Bouillargues, ça soit terrible pour les autres, pas pour soi-même. Donc les petites approximations qu'on a vues et le manque de sérénité a fait qu'on n'a pas pu rattraper cette équipe, qui est faite quand même de joueuses très chevronnées, dont certaines anciennes internationales. C'est pas du tout le même genre de club, des filles de 35 ans qui connaissent le handball, qui jouent bien au handball, et malheureusement on leur a laissé jouer leur bon handball. Il aurait fallu les perturber un peu plus, mettre un petit peu plus de folie. Donc on regrette ce retard à l'allumage, il va falloir compenser ça dès samedi prochain à la Motte Servolex, qui est un sacré client. Plutôt un bon résumé de la situation, Philippe Garnier, par le coach. Oui, tout à fait. Il a tout à fait bien résumé le contexte du match. Voilà, il faut dès samedi relever le défi de ramener des points de la Motte pour se recaler un petit peu, surtout sur des équipes comme ça qui vont jouer avec nous ce maintien. Allez, quelques heures plus tôt du côté du Parnasse à Nîmes s'ouvrait une grande journée portes ouvertes avec un match pour les joueuses du HBCN. Cette fois-ci, c'est de la division 1 féminine. C'était la deuxième journée et les joueuses de Manuela Elie avaient à cœur de se rattraper après leur défaite en terre Messine. Je vous propose de découvrir le résumé de cette victoire du HBCN signé Nicolas Pinchino. Les filles du HBCN recevaient Mios Biganos ce dimanche au gymnase du Parnasse dans le cadre de la deuxième journée de championnat de première division féminine. Après leur déplacement à Metz où les Nîmois sont inclinés de 2 buts seulement, les protégés de Manuela Elie avaient à cœur de faire mieux à la maison pour cette journée porte ouverte. Les Miocèses, de leur côté, ont fini la saison dernière devant les Nîmoises et donc pouvaient faire office de favoris sur cette rencontre.
Pendant les 20 premières minutes, aucune des deux équipes n'arrive à prendre le match en main. Puis, sous l'impulsion de Blandine Dansette, suivie par Lenka Kisukanova, ce sont les Nîmoises qui vont se décrocher, comptant jusqu'à 4 buts d'avance. Score à la mi-temps 16-14. Au vu du jeu proposé par les Nîmoises, il semblait que le suspense était terminé. Pourtant, les Girondines vont revenir au score 26 partout à 10 minutes de la fin du match. La délivrance arrivera par Camille Aiglon et Lenka Kisukanova pour clore les débats 30-26. Une victoire importante à domicile pour les Nîmoises. Ouais, ça fait du bien. C'est vrai que c'est pas une victoire facile. C'est même dans la douleur, pas forcément avec la manière, mais je crois qu'on a su montrer aujourd'hui qu'on était un vrai groupe. Parce que s'il n'y avait pas de vrai groupe, je pense qu'il y avait vraiment moyen de perdre ce match. Elles ont été solides, elles nous ont posé des problèmes en défense et nous on a eu du mal à se mettre en route en défense. Donc voilà, je crois que ce soir on peut être satisfaite de gagner ce match de +4. C'est compliqué le match parce qu'on n'a pas très bien commencé en défense. On a pris beaucoup le but en première mi-temps, on a laissé trop jouer. Mais en deuxième mi-temps, on a amélioré la défense. L'autre gardien nous a beaucoup aidé en deuxième mi-temps, donc c'était un peu mieux. Il faut qu'on continue à jouer plus en plus mieux et je pense qu'on peut gagner le championnat, on peut gagner beaucoup le match. En pleine confiance, les Nîmoises. Pourtant, Manuela Illy évoquait à la fin du match encore beaucoup de travail à effectuer avant une éventuelle qualification pour les playoffs. Je crois qu'on est parti sur un fort rythme, qu'on a été trop en attente de cette équipe de Mios et qu'on n'a pas pu imposer notre jeu. C'est vrai que tu encaisses dans 5 minutes 6 buts en défense, tu dis que tu ne peux rien imposer. Dans ce secteur-là, on a pêché. On a été très satisfait qu'on est rentré de Metz, même si on a perdu de ce secteur-là, de la défense. Par contre, aujourd'hui, on a mis quand même 30 buts, mais par contre, on a encaissé 26, trop à mon goût. Je suis un petit peu déçue de la prestation d'aujourd'hui parce que tout le public nous attendait et qu'on voulait montrer un autre handball au Parnasse. C'est pas fait, même avec cette belle équipe, mais il y aura des jours meilleurs à venir. Toujours le perfectionnisme dans les paroles de Manuela Illy, le coach des filles du HBCN. Très rapidement, le panneau de résultats de cette deuxième journée de Division 1 féminine avec le partage des points entre Issy et Dijon. Le Havre a été défait à domicile 21-23 par Toulon. Arvor qui s'impose de 4 buts face à Fleury 36-32. Large victoire de Metz 34-18 sur le parquet de Besançon. Et enfin, on l'a dit, la victoire du HBCN 30-26 face à Mios, ce qui au classement général nous donne Metz premier avec 6 points à égalité avec Arvor, mais une meilleure différence de but. Les Nîmoises pointent à la 6e place avec 4 points à égalité avec Fleury et Toulon. On est au tout début du championnat. Et le prochain déplacement des Nîmoises sera ce dimanche à partir de 16h du côté de Issy. Les Nîmoises donc, qui joueront plus précisément samedi à 16h donc à Issy dans le cadre de la 3e journée de Division 1 féminine. Et puis on le rappelle, vous concernant, pour le Sunel, il y a ce déplacement du côté, je vais retrouver de la mode Rolex, vous l'avez dit tout à l'heure. Match à 20h samedi, et puis pour la 3e journée, retour à domicile à Bouillargues le 25 septembre à 20h30 pour la réception de Plante de Cuc. On sera en tout cas avec Bouillargues et avec le Sunel. Bonne saison à toute l'équipe, à vous deux également. Merci d'avoir été avec nous. Puis on continue à parler de handball après encore une courte page de pub et plus précisément de Wissam avec Laurent Plus-Ségur et Julien Robichon. On attend quelqu'un ? Oui, la livraison des courses. Alors, je me connecte sur intermarché.com, je donne mon code postal, je parcours tranquillement les rayons, je commande. Ensuite, je choisis le moment de ma livraison et là, il n'y a plus de rupture de la chaîne du froid. Eh bien, je vais chez Intermarché Nîmes-Vacrolles, mais par Internet. Et pour payer ? Bah, la livraison. Justement, si tu pouvais sortir ta carte parce que le monsieur, il attend là. Intermarché.com, simple comme un clic. Il était une fois les matinées magiques. Le rendez-vous que Kinépolis donne à tous les enfants et à leurs parents le premier dimanche de chaque mois. Avec un tarif unique pour tous, 5 €. Au programme, des animations, une avant-première ou l'un des films pour enfants à l'affiche. Et un cadeau surprise. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma.
Ce soir avec une large page, encore une fois dédiée au handball, après avoir parlé des filles du HBCN et de Bouillargues. Retour sur la rencontre qui a intéressé les aficionados du handball samedi soir du côté du Parnasse. Avec nous pour évoquer cette rencontre de la première journée de championnat de France de D1 masculine, bien évidemment l'entraîneur de l'USAM, Laurent Pusségur. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir dans cette émission de Miroir des Sports. Et puis à vos côtés, il a un petit peu le trac, je crois, c'est sa première télé. Il s'agit de Julien Robichon. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'avoir accepté vous aussi notre invitation. On va revenir, messieurs, sur les enseignements de cette première journée, ce premier match pour l'USAM de championnat. On va le découvrir dans ce reportage de Nicolas Pinchino. Une défaite à domicile, 26-18 face à Chambéry. L'une des équipes dont on sait toujours qu'elle est redoutable. Retour donc sur les forces en présence samedi soir au Parnasse. Et puis réaction également du coach de Chambéry dans ce sujet signé Nicolas Pinchino. Recevoir Chambé pour le premier match de la saison, de toute façon, cela allait être difficile pour les USAMistes. Mais le coup dur est arrivé dès la première minute. L'international Franck Junillon, la nouvelle recrue nîmoise, ouvre le score mais se blesse au genou. Et ne reviendra pas sur le terrain. Du coup, il faut réorganiser l'attaque et face aux Savoyards qui cette année affichent une équipe impressionnante physiquement, les Nîmois ont du mal à trouver les solutions. Ce sont les gros bras de Chambéry qui vont faire le match, Edine Bazic et Greg de 13 qui pilonnent la cage de William Hanotel avant que Xavier Baraché ne donne 6 buts d'avance à son équipe. Nous ne sommes qu'à la 20e minute. Damien Skachanot et Danilo Nenovic feront alors jouer leur expérience dans cette jeune équipe nîmoise. Retour au vestiaire à la mi-temps à -4, 13-9. À la reprise, l'ancien nîmois Guillaume Sorina, qui partage le banc avec Edine Bazic, restera sur le terrain tout au long de cette mi-temps. Guillaume Sorina, qui avec à nouveau le même Xavier Baraché, vont faire souffrir les Nîmois. À la fin du match, 8 buts de retard pour les hommes de Laurent Pusségur, une défaite qui ne devrait pourtant pas peser sur le reste du championnat. Au vu de l'équipe affichée par Chambéry cette année, les Savoyards ne cachent pas d'ailleurs leur volonté de détrôner les Montpellierins. Tout le monde se focalise sur les Chambéry-Montpellier, et moi je regarde plutôt la meute de loup qui est en train de nous bouffer les orteils et on va essayer de les calmer, c'est cela qu'on essaie de les calmer. Après on verra et pourquoi pas se retrouver en mano-mano avec Montpellier, ça serait le rêve. Et puis après, jamais. Mais heureusement qu'il y a encore une différence entre Nîmes et Chambéry parce qu'on a un peu plus de bouteilles et voilà quoi, on a un peu plus de moyens qu'eux. Un petit peu plus de bouteilles et de moyens qu'eux, ce sont les propos choisis par le coach savoyard Philippe Gardan. Est-ce que vous recoupez un petit peu les paroles de votre homologue de samedi soir, Laurent Pusségur? Oui, je crois qu'ils ont une équipe très complète. Ils ont du monde à tous les postes, ils ont quasiment doublé tous leurs postes. Ils ont un budget qui est quand même, par rapport au nôtre, assez conséquent. Maintenant, quand on fait une partie, un match, on commence à 0-0 et on voit ce qui se passe. Donc, il ne faut pas se cacher derrière ça. Mais c'est vrai que ce niveau-là, par rapport à nous, notre niveau, c'est quand même un peu élevé. Alors c'est vrai qu'on l'a toujours dit, on le faisait remarquer en début de sujet que c'est pas facile de jouer une équipe comme Chambéry, comme ça, pour une première journée de championnat. Est-ce que vous estimez que la préparation de l'intersaison était suffisante pour de suite se mettre dans les rouages d'un match aussi important? On a des souvenirs de Nîmes-Chambéry qui intervenaient les saisons précédentes plutôt en milieu d'année ou pendant l'hiver. Et on a même assisté à de belles victoires de l'USAM du côté du Parnasse. Non, je pense pas. De toute façon, il faut les jouer un moment ou un autre. Hein. Donc, non, mais le problème, enfin, vous l'avez souligné dans votre reportage, c'est qu'on a Franck Junillon qui se blesse au bout d'1 minute 30 de jeu. C'est quelqu'un qui, normalement, au niveau de notre effectif, a un rôle prépondérant par rapport aux jeunes sur la sérénité dans le jeu, par rapport au jeu lui-même et ce que lui est capable de faire techniquement. Donc, c'est vrai que rien que ça, déjà, je pense que ça nous a mis un coup derrière la tête. Et on a mis du temps à essayer de trouver les solutions. Et puis les solutions, à un moment donné, elles deviennent un peu compliquées. Elles se réduisent comme peau de chagrin, surtout lorsque Chambéry fait le jeu. Vous concernant, Julien Robichon, comment vous avez vécu cette partie? On l'a vécu par un bon début de match. Ensuite, on a eu un gros temps faible au milieu de cette première mi-temps. Et face à Chambéry, c'est dur de combler ce retard.
Maintenant, même à la mi-temps, on est mené de 4 buts, mais on se dit rien n'est joué, on donne tout à fond. Et malgré même un début de seconde mi-temps, on a du mal. Et là, jusqu'à la fin du match, on court après le score. Puis face à une équipe comme ça, c'est dur. On peut rappeler que ce milieu de première période correspond à peu près à la confirmation que Franck Junion n'allait pas pouvoir revenir sur le terrain à peu de choses près. Julien ou Laurent, oui. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'on avait mis en place une défense qui a bien marché pendant les 15 premières minutes. On est à 7-6, je crois, à la 15e, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que c'est une défense qui, énergétiquement, demandait vraiment beaucoup d'efforts et qu'on ne pouvait pas garder pendant tout le match. Donc on a été obligé à un moment donné de changer notre dispositif défensif et de se mettre en 0-6. Et c'est vrai qu'en étant moins agressif sur les gros bras de Chambéry, on a pris un peu plus l'eau. Et le souci, c'est qu'on n'a pas été bon en attaque, qu'on n'a pas réussi à garder un socle défensif intéressant et qu'on s'est un peu délité des deux côtés. Et ça a fait un 5-0 qui a été rédhibitoire après pour la fin du match. Et impossible, et en tout cas très difficile d'inverser la tendance par la suite. On va revenir justement sur les enseignements et les réactions de cette rencontre de l'USAM Nîmes-Gare samedi soir au Parnasse face à Chambéry, notamment avec Damien Skacjanoc et également avec vous, Laurent, juste après le coup de sifflet final. Défensivement, on a fait le travail qui était nécessaire. Notre gros souci, c'est qu'on en met que 18. Et on en met 18 alors qu'on a les situations. Je crois que c'est ça qui m'embête le plus, c'est qu'on rate 3 pénaltys, on doit rater 5 ou 6 shoots à 6 mètres. Dans des matchs comme ça pardonne pas, quoi. Je suis déçu parce que je pense qu'on aurait pu les accrocher un petit peu plus. Maintenant, je sais qu'ils jouent dans une autre catégorie. Nous, notre championnat, il va commencer samedi à Ivry et on le commence moyennement puisque je crois que Franck va être certainement absent. Donc, il s'est fait mal au genou pour l'instant. Il y a une IRM qui est prévue lundi, je crois. On va voir ce qui se passe. Mais bon, voilà, ça aussi, ça n'a pas été... au bout de 3 minutes, je perds Franck Junion. Ça fait un peu mal dans notre équipe, quoi. On a bien défendu et essayé de monter les ballons. Mais bon, si on défend bien et qu'on ne marque pas de but sur les contre-attaques, ça ne va pas être possible de gagner des matchs, surtout contre une équipe comme Chambéry. Donc, on a un peu pêché au shoot, et ce qui a fait l'écart du match, je pense. Ils nous mettent un joueur de 100 kg pendant un quart d'heure et au bout d'un quart d'heure, ils changent, ils nous remettent un joueur de 100 kg et nous, on n'a pas autant de gabarits. Donc, au bout d'un moment, ils font toujours 100 kg et c'est super dur. C'est des matchs, c'est un peu notre coupe d'Europe à nous, ça. Donc voilà, c'est des matchs, on prend plaisir à jouer. Si on peut faire un coup, on fait un coup. Mais bon, c'est pas catastrophique de perdre contre Chambéry à la maison. Au niveau du groupe, je connaissais déjà pratiquement tous les joueurs. Donc l'intégration, elle s'est faite super rapidement. Après, pour ce qui est du jeu, il y a encore quelques petits réglages à peaufiner. Mais petit à petit, ça va aller. C'est un peu plus professionnel. Sans rien enlever aux qualités du club de Nîmes, bien au contraire. Mais c'est un club qui a des prétentions et qui, je dirais, se donne les moyens de les avoir, quoi. Donc voilà, c'est pas grand chose, c'est des petits détails qui font que la structure en elle-même est un peu plus professionnelle. L'objectif, c'est une des 2 premières places. On a prouvé, je pense, au Trophée des Champions qu'on pouvait largement rivaliser avec Montpellier, puisqu'ils ont mené qu'une seule fois dans le match et c'était en prolongation. Maintenant, c'est clair que l'objectif, c'est donc une des 2 premières places et pourquoi pas un titre. Guillaume Sorino, micro de Nicolas Pinchino. Julien Robichon, est-ce que vous confirmez les paroles de Damien Skacjanoc concernant le grand gabarit de certains joueurs de Chambéry, que c'était assez difficile de se frotter à certains de ces joueurs? Personnellement, j'ai essayé, je confirme les propos de Damien. C'est costaud, c'est lourd, c'est physique. Après, vu notre gabarit, on a des atouts aussi, la rapidité, peut-être qu'ils n'ont pas, mais là, ça n'a pas marché samedi soir. Comment justement on gère pendant un match justement cette relation avec son adversaire lorsqu'on sait comment s'affronter un grand gabarit? Comment finalement on apprend de son adversaire lorsqu'on est au marquage et qu'on est obligé d'être dans ce champ d'action et qu'on sait qu'on va avoir du mal? Faut jouer sur la distance par rapport à son adversaire. Moi, je sais que si je vais dans ses bras, j'ai pas beaucoup de chance de m'en sortir. Donc,
j'essaye de le contourner le plus rapidement possible. Et quand on est en défense et qu'on a quelqu'un de 100 kg devant nous, il faut essayer qu'il ne se lance pas avec le ballon parce qu'après c'est dur de l'arrêter. Lors de l'interview d'après-match, Laurent Pusségur, vous avez mis en avant cette inefficacité, seulement 18 buts marqués. Selon vous, comment peut-on la corriger? Comment peut-on améliorer les choses en attaque après un match comme celui-ci? Alors le problème des tirs manqués, il y a deux problèmes principaux. Il y a un problème technique. Est-ce qu'on est capable de changer notre tir, d'avoir une gamme de tirs intéressante? Mais il y a surtout un problème mental, un problème de concentration. Je pense que les gars que j'ai ont techniquement toutes les capacités et toutes les qualités pour pouvoir marquer des buts à n'importe quel gardien. Ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où on fait l'action et qu'on se retrouve seul devant le but, on a l'impression d'avoir terminé notre action. Et il y a une baisse de la concentration, une baisse de la vigilance, et ce qui fait qu'au niveau du shoot, on est vraiment inefficace. On est à moins de 50%. C'est vraiment pas bon. Et je pense que si on arrive déjà à régler ce problème-là, notamment sur notre jeu de transition, c'est-à-dire notre jeu après avoir récupéré des ballons, ça va nous donner un petit bol d'air en attaque où on va marquer quelques buts et on va pouvoir être un peu plus serein après dans notre jeu. Concernant la blessure de Franck Junion, vous avez de suite deviné la gravité de celle-ci? On commence à avoir un peu d'expérience sur ce genre de choses, quoi. Donc c'est vrai qu'on sentait que c'était quelque chose qui risquait d'être assez grave. On en a eu un peu la confirmation donc cet après-midi, là, où donc, ce qui serait normalement la blessure, c'est une déchirure partielle du croisé postérieur et à voir au niveau du ménisque si le ménisque n'a pas été touché. Donc il a fait une IRM ce matin. On va attendre que le genou dégonfle et on va certainement faire un arthroscanner pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes. Ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir attendre au moins un gros mois pour pouvoir retrouver Franck dans de bonnes conditions. En tout cas, on nous souhaite un prompt rétablissement. On va dire un mot également de l'état de l'effectif actuel de l'USAM après l'intersaison, notamment avec une arrivée au club, celle de Nenad Markovic, le pivot serbe qui s'est engagé pour une saison. Qu'est-ce qui a motivé cette venue? Déjà sur le poste de pivot, au niveau offensif, j'avais pas trop de solutions. Donc il y a Thomas Thésaurière qui gentiment se prête au jeu de passer pivot, mais c'est pas un pivot de métier, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour lui. Donc j'avais besoin quand même au niveau offensif d'un pivot qui soit apte à jouer assez rapidement. Et Nenad avait signé en fait à Aurillac qui s'est retrouvé en cessation de paiement et en liquidation. Et donc on l'a essayé pendant un tournoi à Brest et on a profité de l'occasion pour le signer. C'est un joueur qui rentre très bien dans l'état d'esprit du groupe. C'est quelqu'un qui est combatif, qui a de l'abnégation. Maintenant, il faut qu'il s'intègre. C'est quelqu'un qui ne parle pas français, donc pour l'instant c'est un petit peu compliqué, mais c'est quelqu'un qui a envie, donc petit à petit on va y arriver et il va montrer de belles choses. De trouver ses marques au sein de cette équipe, l'USAM qui entend jouer quel rôle cette année dans cette nouvelle saison de championnat? On a parlé d'une équipe de Chambéry plutôt comme gros bras qui peut-être va très certainement encore jouer aux avant-postes. Quels sont les objectifs de l'USAM cette année? L'objectif, en plus là maintenant avec la blessure de Franck, l'objectif c'est le maintien déjà, ne serait-ce que pour la pérennité du club et les dirigeants ont vraiment beaucoup travaillé depuis quelques années à ce que le club soit sain financièrement, etc. Il faut absolument qu'on arrive à se maintenir en première division. Ça, c'est l'objectif principal et prioritaire. Maintenant, moi, j'ai l'intime conviction qu'on a une équipe qui est capable d'aller faire des coups un peu partout. Et avec un petit peu de temps et un petit peu d'expérience, je pense qu'on est capable de gagner plus de matchs que le maintien en voudrait. Donc si on pouvait terminer à une place de mieux que l'année dernière, on a fini 9e, si on pouvait terminer 7e ou 8e, je pense que ça serait une très très belle place pour Nîmes. Allez, ça fait partie des objectifs réalisables pour cette équipe de l'USAM Nîmes. On va retrouver les résultats de cette première journée de championnat de D1 masculine avec le rappel des différents scores. La victoire de Montpellier mercredi soir face à Cesson 38-27.
Paris Handball qui s'est imposé d'un but jeudi soir face à Ivry, 28-27. Saint-Cyr s'est imposé de 3 buts face à Nantes, 32-29. C'était vendredi soir. Et puis samedi, les 4 résultats de la soirée. Victoire donc de Chambéry sur le parquet nîmois 26-18. Dunkerque qui s'impose 28-23 face à Toulouse. Dijon et Tremblay en France qui partagent les points 24 partout. Et Saint-Raphaël qui s'impose d'un tout petit but à Istres 25-24. Ce qui nous donne au niveau du classement une première place pour Chambéry du fait d'une meilleure différence de but. Non, c'est Montpellier. Non, c'est très certainement Montpellier. C'est mon classement qui n'est pas le bon. Montpellier qui est premier du fait de sa différence de but, plus 11 pour Montpellier, suivi de Chambéry, Dunkerque, Saint-Cyr et Paris. Bien évidemment, toutes les équipes qui ont remporté leur match sont premières avec 2 points, 1 point pour les équipes qui ont fait match nul, c'est-à-dire Dijon, Tremblay en France. Et on voit le reste des équipes à 0 point. La prochaine journée, prochain adversaire de l'USAM Nîmes-Gare, c'est un déplacement samedi soir du côté d'Ivry. Avec quel état d'esprit? Combattant. Ouais. Oui. Si à l'USAM on n'est pas combattant, et on va pas aller là-bas pour se battre, ça sert à rien. Je pense qu'on a tous compris qu'il fallait qu'on soit à notre maximum à chaque match et surtout qu'on ait un esprit de guerrier. Et on n'a pas l'effectif pour prétendre à autre chose. Par contre, on a des valeurs et un état d'esprit qu'il faut qu'on montre à tout le monde et je suis intimement persuadé qu'à Ivry, on est capable d'aller faire quelque chose. En termes de préparation, Julien, en termes d'état d'esprit, comment vous ressentez le moral au niveau du groupe malgré la défaite de samedi dernier? Personnellement, je ne pense pas qu'on pense à la défaite, même si ça nous trotte un peu dans la tête, mais c'est quand même Chambéry. On va aller à Ivry avec l'intime conviction de s'imposer, je pense. Il faut aller faire des coups et je pense qu'on est capable à Ivry de prendre des points là-bas. Il y a les moyens de se faire une place. Oui. Bon, en tout cas, on vous souhaite ardemment justement de revenir d'Ivry avec une victoire. En plus, ce sera en plein milieu de la feria de Nîmes. Ce sera l'occasion peut-être de fêter dignement. Justement. On ne rentrera pas après Ivry. On va jouer à Saint-Cyr le mercredi. Donc on reste en banlieue parisienne à partir au calme, du samedi. Voilà, dans la sérénité. Ça s'est bien goupillé, c'est bien. Bon, tant mieux. En tout cas, pour votre effectif, Laurent Pességur, Julien Robichon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur ce plateau de Miroir des Sports. Dans quelques instants, la météo et le journal de Télémiroir présenté par Franck Chassagnon. Saturne Nîmes, plus radin, plus malin, vous a présenté Miroir des Sports.